Super. Bonjour à tous. Donc, toujours pareil, moi je suis déjà assez surpris par ce format de webinaire. C'est la deuxième fois que je le fais. Format pendant lequel je n'ai personne qui me répond. Merci beaucoup Colin pour la confirmation. Donc, je me sens tout seul dans cette conversation. Donc, faites-vous plaisir si vous avez des questions. On est là pour ça. C'est un sujet qui est très compliqué. Il y a des milliards de sujets. On pourrait passer des années à en discuter tous ensemble. Or, on a 1 heure. Donc, n'hésitez pas à intervenir, je suis là pour ça. Et c'est souvent, on le dit souvent, mais quand vous avez une question à poser, il y en a certainement 100 autres qui ont la même, donc n'hésitez pas. Alors, donc le thème du jour, c'est simple, c'est est-ce qu'il faut investir dans le locatif et comment on fait pour savoir si on est en train de faire quelque chose de bien. Comment on sait si c'est un bon investissement locatif, quels sont les critères à regarder. Alors, évidemment, tout ce que je vais vous dire, d'une certaine façon, ne regarde que moi. Ne regarde que Beanstalk aussi, hein, puisque je parle en son nom. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Je vais essayer de vous donner, moi, ma vision du sujet. Alors, les grands sujets alors, là, on me demande tout de suite si un enregistrement du webinaire sera diffusé après. Oui, donc pas de souci pour ça. Je vois aussi que quelqu'un de mon équipe répond aux questions, donc j'arrêterai d'y répondre à l'oral. Donc, les grands sujets qu'on va voir aujourd'hui. Le premier, c'est est-ce que c'est un bon moment pour investir si on compare l'investissement locatif aux autres investissements? C'est souvent un point clé, hein. Quand on me dit est-ce que c'est le moment d'investir, est-ce que c'est un bon investissement, je dis comparons avec ce qu'il y a d'autre comme option, sachant qu'on est dans un monde où ça y est, on connaît tous le mot inflation, qu'on ne connaissait pas il y a 1 an. Donc, on a tous envie de placer notre argent à plus que 6% par an. Où trouver ça aujourd'hui, c'est pas évident. Donc ça, c'est la première grande question. La deuxième question, c'est si je décide que je veux le faire, comment je le fais? Combien je peux emprunter? Qu'est-ce que c'est une rentabilité? Comment je m'en sors avec le DPE? Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, il y a des nouvelles normes climatiques sur les apparts. Dans quelle ville je dois investir? Qu'est-ce que je fais avec l'encadrement des loyers? Bref, toutes ces grandes questions. Donc, vous avez constaté que je n'utilise pas de support de slide pour ça, parce qu'en fait, je vais beaucoup utiliser des outils qu'on a développés chez Beanstalk. Donc, je vais vous montrer comment nous, on voit les questions que je vous ai posées. Alors, partager l'écran, tchac. Alors, tchac, anglais. Voilà, donc je suis arrivé sur un site fabuleux que je trouve très joli, qui s'appelle Beanstalk, que vous donc connaissez certainement au moins de nom. Donc là, c'est la page avec les biens que vous pourrez peut-être acheter, mais je vais me rendre sur l'onglet Les indispensables, qui va me permettre d'accéder à certains outils qu'on a mis en place, pour lesquels j'ai certainement contribué à un moment ou à un autre. Donc, le premier sujet que je veux voir avec vous, c'est pourquoi investir dans le locatif. Pourquoi investir dans le locatif? En fait, ce qu'on s'est posé comme question, c'est comment je compare le rendement de l'investissement locatif avec les autres actifs. Parce que c'est marrant, les gens viennent tous me dire est-ce que c'est toujours rentable avec les taux qui ont augmenté? Est-ce que c'est toujours comment je fais pour savoir quelle est ma renta? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je mette en bourse ou que je mette sur le livret A? En réalité, il n'y a pas de réponse, personne ne sait, hein. Vous voyez, même le livret A qui est le plus garanti de tous, qui est garanti par l'État français, si demain il y a une catastrophe sur la dette française, et il y en a qui pensent que c'est possible, pas moi, mais il y en a, on peut aussi perdre son argent même sur le livret A. Donc il n'y a jamais de certitude, hein. Rappelez-vous toujours, le capitalisme n'est pas idiot. Le capitalisme a une relation très, très mathématique entre le risque et le rendement. Donc, si je gagne beaucoup d'argent sur un placement, c'est que j'ai pris beaucoup de risques. C'est à peu près ça, la règle du capitalisme, hein, c'est assez basique. Donc, je vais mettre… donc là, je vous montre ce que nous avons considéré comme un investissement immobilier locatif avec crédit. C'est très important de dire avec crédit. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est important vraiment parce que ça va vous permettre de comprendre une notion essentielle qui est l'effet de levier. Alors, quand j'achète un appart, allez, mettons 200 000 euros de budget, la banque me demande de mettre 20 000 euros d'apport. Donc, je mets 20 000 euros et j'emprunte 180 000. Admettons, on ne va pas rentrer en détail, admettons que la différence entre ce que je rembourse à la banque et ce que je touche comme loyer
ce soit 100 euros par mois. Donc, mettons que je sorte 100 euros par mois de mon argent personnel, de mon épargne. Ça pendant 20 ans. 240 mois pendant 20 ans. Fois 100, ça me fait 24 000 euros. Donc, j'ai sorti 20 000 euros au début en apport. J'ai mis 24 000 euros au cours des 20 années. Et supposons pour être sûr de ne pas être passé à côté de quelque chose, que j'ai dû sortir 6 000 euros de frais annexes. Il y a eu des travaux que je n'avais pas prévus dans la copro, dans l'appart, etc. Donc au total, moi de ma poche, j'ai sorti 50 000 euros. Et dans 20 ans, j'ai un bien qui vaut, admettons, encore une fois, vous voyez qu'il y a beaucoup de fois où je dis admettons, donc il y a des hypothèses tout le temps, admettons que ce bien, il vaut toujours 200 000 euros. D'accord. Voilà, enfin, le bien, il a pris de la valeur de telle sorte à ce qu'il vale le budget total, donc les frais de notaire, les travaux, etc. J'ai donc mis 50 000 euros de ma poche et dans 20 ans, j'ai un bien qui est censé valoir 200 000 euros. Passer de 50 000 euros à 200 000 euros en 20 ans, ça correspond à peu près à une augmentation annuelle de 7%. Donc, l'idée, c'est de se dire, si j'avais mis ces 50 000 euros sur mon livret A, combien j'aurais dans 20 ans. Voilà. Et donc, c'est le petit calcul que vous pouvez faire. Donc, si je mettais 40 000 euros, bah là, on s'était dit 50 000. Donc là, j'ajuste un petit peu. Et je les mettais sur 20 ans, bah, je gagne 183 000 euros. Si je l'avais mis sur mon livret A, j'ai gagné 16 100 euros. Évidemment, toutes les données que je vais vous mettre ici nécessitent des milliards d'hypothèses. C'est-à-dire qu'on pourrait en discuter des heures. Et d'ailleurs, je vous le dis, il va évoluer avec le temps, cet outil. Mais vous voyez quand même un petit peu la différence entre ce que j'ai gagné dans un cas et ce que j'ai gagné dans l'autre. Maintenant, si on prend d'autres types de placements, l'assurance vie, bah là, typiquement, on a pris une hypothèse ici qui est extrêmement conservatrice parce que l'assurance vie, pour ceux qui connaissent, c'est un placement sur lequel vous avez le choix soit de mettre sur du fonds euro qui est garanti quasiment, soit de mettre sur des placements beaucoup plus risqués, ce qui revient quasiment à placer en bourse. Donc, en fonction du rendement de votre placement, vous pouvez faire des performances qui sont bien supérieures à ce que je mets là. Nous, on a pris une hypothèse qui est celle qu'on a, on a trouvé le chiffre de répartition que les gens choisissent en général entre le risqué et le non risqué, et on a fait une hypothèse sur cette base-là. Donc, vous voyez que vous gagnez un petit peu plus qu'avec le livret A, mais pas beaucoup plus. Donc, ça reste une hypothèse qu'on a prise, c'est une façon de voir la chose. Si vous faites du 7% annuel, évidemment, vous allez gagner un montant qui se rapproche de celui que vous aviez là. D'ailleurs, j'ai oublié de finir tout à l'heure dans ma logique. Ce que je vous disais, c'est pourquoi j'ai précise à crédit ici. C'est parce que si j'avais fait le même investissement que ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc celui à 200 000 euros qui me coûtait 100 euros par mois, si je l'avais acheté cash, si je n'avais pas pris de crédit, ce bien-là, il m'aurait rapporté donc le loyer réel, donc le loyer déduit de toutes les charges que vous allez avoir pendant l'année, annuellement. Et donc, ça correspond plutôt à un rendement autour de 3-4%. Donc, en fait, si j'emprunte, je fais du 7%. Si je paye cash, je fais du 3-4%. C'est pour ça que c'est très important de le voir. D'ailleurs, je pense que dans les… voilà, typiquement. Donc, la SCPI, c'est un point qui est intéressant. La SCPI, ça dépend. Toujours, moi, ce que je dis aux gens, c'est la SCPI, pour moi, c'est aussi bien que l'investissement locatif. Le problème, c'est qu'il est plus difficile de faire du levier. C'est-à-dire que spontanément, vous allez moins avoir le réflexe d'emprunter de l'argent. La banque va moins facilement vous prêter pour de la SCPI que pour de l'investissement locatif parce qu'il y a en face un bien qui est réel. Ce n'est pas les mêmes démarches. Et d'ailleurs, même de la part du demandeur, il est assez rare pour un demandeur d'aller se projeter sur un montant qui est 10 fois supérieur sur l'emprunt que sur l'apport qu'il met dans la démarche. Quand on investit dans le locatif, on met 20 000 euros d'apport, ça ne me choque pas d'acheter pour 200 000 euros de biens. Ah, on ne voit plus mon écran, zut. Ah non, si, c'est bon. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je dis souvent sur la SCPI. Finalement, c'est des mêmes rendements que l'investissement locatif, sauf que l'effet de levier, donc ce qui fait que vous gagnez beaucoup d'argent, n'est pas aussi puissant. Donc voilà, si vous aviez acheté cet appart sans prendre de crédit, c'est 59 000 euros, 59 000 que vous gagnez et non pas 180 000. Donc vous voyez la différence, c'est quand même très important. C'est là toute la puissance de l'immobilier, hein, soyons très clairs. Le PEA, alors le PEA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, plan épargne action, c'est ce qui vous permet de placer en bourse concrètement avec un avantage fiscal. Donc vous pourriez investir dans des actions ou dans divers supports qui sont liés de près ou de loin au marché financier. Vous pourriez le faire directement via un compte titre, mais vous auriez une fiscalité qui est moins avantageuse que via le PEA.
Et le PEA, c'est une option qui est disponible jusqu'à 150 000 euros et qui vous permet, je crois, de ne payer que 17% d'impôt au lieu de 30% sur les plus-values que vous réalisez. Donc là, évidemment, j'ai pris une hypothèse qui est la moyenne de l'évolution du CAC 40 sur les 30 dernières années. Qui sait où sera la bourse dans 20 ans? Bon courage. Et c'est d'ailleurs un des très gros points forts de l'investissement locatif, c'est sa prévisibilité, contrairement à la plupart des investissements. On voit à peu près dans quoi on s'embarque. J'ai dit à peu près. Hein. Il y a toujours des sujets. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, vous voyez en dessous, systématiquement, on vous met combien vous auriez gagné en plus selon les hypothèses qu'on a prises, en passant par de l'immobilier locatif plutôt que par un investissement en PEA. Voilà, donc ça, c'était le premier point. C'est ce que je dis souvent. Comparer l'investissement locatif aux autres types de biens, aux autres types d'actifs qu'on a. Alors, je vais juste prendre les questions au cas où il y en aurait sur ce que je viens de dire. Pouvez-vous expliquer pourquoi cash est moins rentable qu'avec crédit? Alors, la raison, pardon, oui, effectivement, la SCPI. Alors, la raison pour laquelle en cash, donc en cash, c'est même beaucoup plus simple finalement. En cash, c'est vous touchez, vous investissez 100 000 euros et vous gagnez 4 000 euros de loyer annuel. Bon, bah, c'est simple, vous avez fait du 4%, quoi. Le calcul, il se fait très, très facilement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le plus simple à comparer au livret A. Hein. La raison pour laquelle ça ne se passe pas de la même façon quand on emprunte, c'est parce que l'immense majorité du crédit, donc l'argent qui est sorti pour payer l'appartement, ne vient pas de vous, il vient du locataire. Et donc, le locataire, il ne rembourse pas votre investissement, il rembourse celui de la banque. C'est-à-dire que vous avez mis dans l'histoire 50 000 euros, mais la banque, elle a mis 150 000, et le locataire, bah, il va rembourser à la fois la banque et vous, d'une certaine façon, alors que dans l'autre cas, il ne rembourse que vous. Et c'est d'ailleurs une des grandes puissances du levier en général. Hein. À chaque fois que vous prenez de la dette quelque part, vous faites des rendements qui sont bien plus élevés. C'est pour ça que tout le monde met de la dette et c'est pour ça que tout le monde est très inquiet aujourd'hui de la hausse des taux. C'est parce que plus la dette coûte cher, moins il y a de chances que l'actif vaille cher puisque vous avez moins de rendement à en tirer. Or, on est dans un monde où, par définition, parce que les taux sont élevés, les gens vont chercher parce que l'inflation est élevée surtout, les gens vont chercher des rendements plus élevés. Donc là, c'est tout le paradoxe du moment actuel. C'est qu'aujourd'hui, comme il y a de l'inflation, on veut des rendements plus élevés, sauf que comme il y a de l'inflation, les taux augmentent et donc les rendements baissent. Donc c'est un peu la particularité de notre moment actuel. La SCPI, c'est donc, alors attendez, Société civile de placement immobilier, je crois, quelque chose comme ça. Il faut que je revoie signification, je tape en même temps que je vous parle. Société civile de placement immobilier, c'est ça. Et donc, c'est un outil qui vous permet de placer de façon plus passive dans l'immobilier. Donc, vous mettez dans un fonds, vous n'achetez pas un appart, vous achetez des parts d'une société qui, elle, va investir dans des appartements ou des biens. Et vous lui faites confiance pour gérer l'ensemble de son parc et elle vous reverse une partie de son rendement avec des rendements qui peuvent aller de 2 à 4, 5% selon la performance chaque année. Là, on me demande l'hypothèse de revente du bien en investissement locatif, le propriétaire. Alors, ça, c'est pris en compte, je précise. La plus-value est prise en compte. L'impôt sur la plus-value est pris en compte. Il faut savoir que quand vous achetez Alors, mais encore une fois, il y a des hypothèses. Là, on suppose que vous achetez en nom propre, donc en tant que particulier, donc en tant que personne physique. Si vous achetez en personne morale, donc en SCI ou en SARL, à ce moment-là, vous êtes soumis à un autre régime d'imposition de la plus-value qui n'est plus du tout le même, qui n'est pas du tout aussi optimisé. Hein. Qui peut être très intéressant dans certaines circonstances. Je retire ce que j'ai dit. Mais disons que le régime que nous avons pris comme hypothèse est le régime général du calcul des plus-values. Et au bout de 20 ans, il vous reste relativement peu d'impôts à payer. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'impôt sur la plus-value est calculé sur la plus-value nette. Donc, ce que j'appelle la plus-value nette, c'est le prix de revente moins le prix d'achat, moins tous les frais fixes de la transaction, les frais de notaire, les travaux que vous avez fait initialement, les frais d'agence, toutes ces choses-là sont déduites. Donc finalement, l'impôt sur la plus-value, il est relativement insignifiant, mais ici, il est pris en compte dans le calcul. On doit continuer à investir cette année ou pas? Alors, j'ai presque envie de vous dire, là, c'est vous qui décidez. Moi, je peux pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue mathématique, plus il y a d'inflation, plus il est fondamental de se poser la question de comment faire travailler son argent. Quand on a une inflation à quasiment 0%, l'argent que vous avez sur votre compte, finalement, il ne perd pas trop de valeur chaque année.
ça peut avoir du sens de se dire je le garde sur mon compte, je ne perds pas d'argent. Par contre, quand on a 6% de baisse de notre pouvoir d'achat par an avec 1 euro, oui, c'est intéressant de placer. Et aujourd'hui, on a des rendements sur l'investissement locatif à crédit qui d'ailleurs apparaissent. Je vais vous montrer ça parce que je pense que c'est important, vous le voyez. Quand je vais sur une annonce Beanstalk, donc je prends n'importe laquelle. Tiens, j'en ai une avec un beau ciel bleu, tiens. Voilà. Marseille. Donc là, vous voyez ici ce qu'on appelle le retour sur les capitaux investis. Et on le fait apparaître systématiquement sur chaque annonce. D'ailleurs, ah pardon, ça s'est ouvert. Oui, je suis parti sur un autre onglet. Donc en fait, vous voyez toujours la marketplace. Donc si vous regardez bien, à chaque fois, on vous met la rentabilité nette. Donc ça, c'est ce que vous auriez gagné si vous payiez cash l'investissement. Et ici, le RCI, c'est nous qui l'appelons comme ça, la rentabilité sur les capitaux investis, c'est ce que nous considérons comme l'argent que vous avez gagné sur l'épargne réellement investie. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on a des rendements qui sont bien supérieurs à l'inflation, mais ça, c'est parce qu'on se donne beaucoup de mal. Hein. Ce n'est pas quelque chose de simple à trouver, mais voilà, c'est là toute la puissance de l'investissement locatif. Avec quel TAEG? Avec un TAEG à 2,5%, je crois. Donc, on va l'augmenter un petit peu là dans les mois qui vont venir, je pense. Et voilà. Peut-on emprunter pour investir en SCI? Tout à fait. Ce sera moins, ce ne sera pas le même effet de levier, donc vous ne pourrez pas investir 10 fois le montant que vous mettez en apport, mais on a vu des cas où des gens prenaient des bons effets de levier. Voilà. Donc oui, c'est possible. Les banques seront forcément très regardantes sur la qualité de la SCPI. Ce n'est pas la même démarche, et rappelez-vous que la banque doit aussi bien maîtriser le sujet avant de vous prêter. Le vendeur paie-t-il des frais de notaire ou ces frais ne concernent que l'acheteur? Les frais de notaire sont payés par l'acheteur, l'acquéreur uniquement. Voilà, quand on investit dans un bien, on est seul à investir ou on peut être plusieurs. Alors, vous pouvez tout à fait le faire à plusieurs. Vous avez 2 formats pour le faire à plusieurs. Soit vous le faites en nom propre chacun, donc ce qu'on appelle une indivision. Chacun possède une partie, souvent à la hauteur de sa contribution financière du bien. C'est ce qu'on appelle l'indivision. Sinon, vous pouvez le faire via un véhicule d'investissement. Et le véhicule le plus classique, c'est la SCI, la Société Civile Immobilière. Ça présente des avantages plus du point de vue. Donc, il y a 2 gros avantages à investir à plusieurs. Le premier, c'est dans le cas où ça vous permet d'accéder à une typologie de biens à laquelle vous n'auriez pas accès seul parce que le budget est trop élevé. Je dis n'importe quoi, vous voulez acheter une résidence secondaire à 700 000 euros dans le Calvados. Vous n'avez pas les moyens tout seul, vous pouvez emprunter que 200 000. Peut-être qu'à 4, vous pourriez, donc ça peut valoir le coup. La deuxième démarche dans laquelle ça peut être intéressant, c'est si vous avez un sujet sur la succession. On recommande souvent, la SCI est un petit peu moins optimisée fiscalement, elle peut l'être, mais dans le cas général, elle est moins optimisée que l'achat en nom propre. Donc, on le recommande essentiellement pour des gens qui ont des sujets de succession. C'est effectivement beaucoup plus simple de transmettre des parts de SCI que des parts d'un appartement. Faut-il investir en ce moment avec des taux aussi élevés? Comme on le disait, vous regardez où en est actuellement le taux sur. Nous, on a pris une hypothèse à 2,5, donc vous voyez où en sont les taux de RCI qu'on vous propose. Sachant qu'on vous garantit uniquement la première année de loyer, donc c'est vous dire qu'on a confiance dans les loyers, mais ce n'est que la première année, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et je précise également que ça ne prend pas en compte d'hypothèse de plus-value. Donc on suppose que le bien ne prend pas de valeur au-delà de ce qu'il vaut aujourd'hui. Si on loue en LMNP, revenu annuel de moins 1, nous paierons un impôt sur la plus-value supérieur que si on loue en location nue. Alors, c'est le contraire. Donc, en LMNP, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la location meublée non professionnelle, c'est un régime fiscal absolument incroyable. J'ai toujours du mal à croire que ça existe en France. En meublé, vous avez aujourd'hui un double intérêt. Vous avez d'abord le fait que vous allez pouvoir amortir une partie des frais fixes que vous avez engagés dans la transaction. Donc concrètement, parce que c'est un peu complexe comme phrase pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, déjà je vous invite à lire, on a pas mal d'articles dessus sur le blog, mais l'amortissement, ça vous permet surtout de ne pas payer d'impôts sur vos loyers pendant les premières années. Mais ensuite, il y a un deuxième effet positif, c'est que l'amortissement que vous avez pratiqué pendant toutes les années où vous avez loué le bien ne va pas avoir d'impact sur la plus-value que vous referez à la fin. C'est-à-dire que vous n'allez pas ajouter l'amortissement à votre plus-value, ce qui est le cas quand vous achetez en SCI, par exemple, ou quand vous achetez en loueur meublé professionnel.
vous n'avez pas cet avantage. Donc ça, c'est le gros avantage de la LMNP, c'est que vous ne payez pas d'impôt pendant la durée de vie du bien. En revanche, au moment de la vente, si vous êtes bien en LMNP, pas en LMP ou en SCI, à ce moment-là, vous aurez exactement la même plus-value à payer, le même impôt sur la plus-value à payer que vous soyez en meublé ou en nu. Donc l'avantage est quand même très très en faveur de la location meublée. Hein. C'est pour ça que quasiment tout le monde fait ça aujourd'hui. Je vis à l'étranger et n'arrive pas à obtenir un crédit. Les banques ne prêtent pas aux non-résidents. Elles peuvent, déjà ça c'est important que vous le sachiez, prenez rendez-vous avec notre équipe parce que nous on finance pas mal de non-résidents et on a même une équipe qui est responsable de ça. Et on connaît toutes les banques. En fait, nous on est courtier, hein, à Beanstalk, on est courtier en financement, donc on aide énormément de gens et on est courtier gratuit. Donc ça fait partie de vos frais de transaction. Donc s'il n'y a pas de transaction, vous ne payez rien. Et quand bien même il y en aurait une, ça ne rajouterait pas à votre frais Beanstalk le fait d'être passé par nous ou pas pour la recherche de financement. Donc profitez-en, sollicitez l'équipe, ils sont là pour ça. Mais effectivement, on trouve pas mal de solutions pour les non-résidents. Sinon, effectivement, vous pouvez payer cash, mais si je comprends votre question, ce n'est pas une possibilité que vous avez. Si on fait du LMP avec une SAS à la revente, c'est la valeur nette comptable, tout à fait. Et là, effectivement, c'est ce qu'on disait, la SAS ou la SARL ou la SCI dans le cas le plus commun, ou même quand vous êtes en loueur meublé professionnel, c'est-à-dire que vos revenus locatifs dépassent 23 000 euros et dépassent vos autres revenus du travail. Dans ces cas-là, vous avez l'obligation d'ajouter l'amortissement dont vous avez bénéficié à votre plus-value, ce qui peut grandement renchérir le coût de la plus-value, et vous ne bénéficiez pas des mêmes systèmes de dégressivité de l'impôt sur la plus-value. Donc, ça peut, dans la plupart des cas, être beaucoup moins intéressant d'acheter en LMP qu'en nom propre. Voilà. Mais il peut aussi y avoir des cas où c'est plus intéressant en LMP, hein, pour information. Avec cette inflation, les prix des loyers vont-ils augmenter? Alors oui, effectivement, c'est une bonne question. C'est un peu la version la plus cynique de ce qui se passe en ce moment. C'est un peu triste à dire, mais une des conséquences malencontreuse de la période qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'il va devenir de plus en plus difficile de devenir propriétaire, de plus en plus fréquent pour les gens d'être locataires, donc ça va tirer les loyers vers le haut, en tout cas la demande. Ce à quoi il faut faire très attention, c'est qu'en France, c'est très réglementé une augmentation de loyer, ça se fait pas comme ça. Une augmentation de loyer, et encore, et je vous parle d'augmenter le loyer, mais on pourrait même parler juste d'encadrer des loyers qui sont encadrés, hein, qui de base sont réduits. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, vous avez 3 grandes circonstances selon lesquelles vous pouvez augmenter un loyer. La première, c'est que vous réalisez des travaux significatifs. La deuxième, c'est si le loyer est manifestement sous-évalué. Allez savoir ce que ça veut dire. Et la troisième, c'est l'inflation. Donc, il y a un indice qui s'appelle l'indice IRL qui est publié chaque trimestre par l'INSEE qui vous permet de mettre à jour votre loyer. Évidemment, cette année, l'augmentation a été significative et c'est d'ailleurs pour ça que dans le cadre de la loi pouvoir d'achat, le gouvernement s'est accordé pour limiter la hausse de l'IRL à 3,5% sur un an pour éviter que l'intégralité de l'inflation soit répercutée sur les locataires et donc les propriétaires prennent une partie de cette inflation à leur charge d'une certaine façon. Mais la bonne nouvelle du côté propriétaire, c'est que plus il y a d'inflation, plus vos loyers augmentent donc légitimement. Vous avez le droit de les augmenter grâce à l'indice IRL. Or, votre remboursement, votre mensualité, elle est à taux fixe. C'est la bonne nouvelle. Finalement, c'est un peu ça le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi difficile d'être propriétaire, mais il n'y a jamais eu autant de gens qui ont eu envie de l'être, parce qu'avec l'inflation, a priori, en tant que bailleur, vous avez beaucoup à y gagner. J'ai une question sur la concurrence. Alors, je vous dis honnêtement, je ne sais pas ce que font les autres. Je ne peux pas comparer. Je ne peux pas. J'en sais rien. J'imagine. Alors, nous, je vous dis juste comment on fonctionne. Peut-être que vous verrez, vous, si vous les connaissez mieux, des différences. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment vous présenter tous les biens systématiquement, tous ceux qui sont à la vente sur une plateforme, donc un peu comme Se Loger finalement. Et derrière, on va vous trouver le crédit. Donc, c'est important. Ça, je pense que c'est un service qui est assez rare dans le secteur. Donc, nous, on opère le courtage directement. On va évidemment vous accompagner sur toute la partie notariale et administrative.
Ensuite, on va faire les travaux, on va gérer les travaux pour vous dans l'appartement. Oui, précision, on ne prend pas un centime de, de frais sur l'artisan qui fait les travaux chez vous. Donc, on n'a pas de désalignement d'intérêt, on ne prend pas de marge, on ne marche pas sur vos travaux. Donc, quand vous faites 20 000 euros de travaux dans un bien, vous avez théoriquement augmenté la valeur du bien de 20 000 euros. Donc, ça, c'est un point important. C'était une décision pas facile, mais on l'a prise. Ensuite, on va vous trouver le locataire et on va gérer la location autant de temps que vous le souhaitez. La première année est incluse dans notre service, donc vous ne payez pas de frais de gestion locative ni de mise en location pendant la première année. Et pendant cette première année, on va également vous garantir le loyer. Donc le loyer qu'on vous a affiché sur l'annonce restera sous garantie pendant la première année. Et ça, c'est un point qui plaît à beaucoup de nos clients. Voilà. Par la suite, vous pouvez tout à fait nous laisser la gestion locative pour les années suivantes. Ce sera cette fois 5% du prix du bien et un demi-mois de loyer à chaque mise en location. Ah, pardon, 5% du prix du loyer, excusez-moi, qui vous seront prélevés. Pas prix du bien. Ça a été très compliqué de faire du rendement avec ça. Est-ce que votre site prend en compte les lois telles que Pinel? Alors, on ne propose pas Pinel, nous, aujourd'hui, parce que nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de donner une approche la plus transparente possible et, on l'espère, la plus rentable possible. Et malheureusement, le Pinel est très souvent un produit qui affiche des rentabilités très, très, très faibles. Alors évidemment, ce n'est pas comme ça que ça vous sera présenté par votre banquier, mais il va souvent s'arrêter à 12 ans quand il vous fait des simulations. On ne peut pas lui en vouloir, c'est comme ça qu'on lui a présenté à lui aussi, mais dans les faits, le rendement réel de l'investissement en Pinel est vraiment très, très faible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne recommande aujourd'hui que du meublé. Donc, comme je vous le disais, il y a à la fois l'avantage fiscal sur la LMNP et le fait que les loyers sont assez élevés et la tension est très forte. Pouvez-vous expliquer à nouveau comment vous calculez le RCI? Alors, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que c'est assez compliqué, mais en gros, on va se concentrer au dénominateur, on va prendre uniquement l'argent que vous avez sorti de votre poche, donc l'apport plus ce qu'on appelle la trésorerie nette mensuelle négative que vous sortez chaque, bon, finalement, c'est devenu une séance de questions-réponses. C'est trop sympa, j'adore. Je pense qu'on va tous devenir très amis. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ouais. Donc, la trésorerie nette mensuelle, qui est souvent négative, c'est ce que nous, on regarde. C'est la différence entre ce que vous remboursez à la banque et ce que vous percevez comme loyer net, déduit des charges et de la taxe foncière. On va prendre ce montant-là, on va considérer que vous le sortez de votre épargne. Et on va additionner cet apport plus cette trésorerie nette cumulée sur les 20 ans et on va la comparer à la valeur de votre patrimoine net au moment où on regarde. Donc, si vous regardez, mince, le problème, c'est que ça me fait sortir, donc il faudrait que je partage. Attendez, je vais repartager une autre page. Check. Partager. Check. Écran. Voilà, je partage ça. Donc là, on est sur un bel investissement avec une vue imprenable sur le Vélodrome. Oui, Marseille a la cote en ce moment, donc j'imagine qu'il y en a qui regardent l'écran en se disant que c'est intéressant. Donc là, nous, ce qu'on va regarder, donc là, je vais dans l'analyse financière. Ça, c'est votre budget total. Donc, prix du bien, frais d'agence inclus, les travaux, les frais notaires, les frais Binstock. Ça, c'est votre loyer net. Donc, on va regarder le loyer mensuel, moins qu'on vous garantit pendant la première année, moins les charges de copro, moins la taxe foncière, moins la mensualité de crédit avec une hypothèse ici à 2% sur 20 ans. Donc, je peux mettre 2,5, enfin, vous voyez. Ça vous fait sortir donc 98 euros par mois. Ça vous fait une rentabilité nette à 4,8. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est, bon, bah, cette personne, elle a supposé qu'en 2042, donc là aussi, vous pouvez jouer avec les hypothèses, d'accord? En 2042, je suppose une augmentation annuelle du prix du bien de 1,2%. Donc tout ça, c'est des paramètres. On vous laisse jouer avec. Si vous voulez mettre 0, si vous voulez mettre 3, vous faites comme vous le sentez. Donc ça, c'est l'historique sur 2 ans, c'est sur les 2 dernières années en France, sur 10 ans, 1%, etc. Ça vous met une hypothèse de prix de revente en 2042, desquelles il faudra déduire l'impôt sur la plus-value, l'apport initial que vous aurez mis, la trésorerie nette, comme je vous le disais, et ça nous dégage un bénéfice net qui sera comparé à l'apport que vous avez investi initialement. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le RCI. Accompagnez-vous les investisseurs en SAS sur l'activité courtage? Tout à fait. La garantie de loyer est-elle réévaluée avec la situation actuelle? Alors, le loyer qu'on vous garantit
il s'applique, il prend déjà en compte le fait que les évolutions de marché. Donc, au moment où on se parle, le marché, le loyer qu'on vous propose est mis à jour. Donc, si dans un an, il y a encore 10% d'inflation et qu'il faut vous garantir 10% de plus, ça, on ne le fera pas. Mais a priori, nous, quand on vous parle, c'est au moment où vous allez fixer votre mensualité d'emprunt, puisque c'est ça qui stresse les investisseurs. C'est je sais combien je vais rembourser, je ne sais pas combien je vais toucher. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre situation au moment où vous achetez. Vous avez un emprunt, vous savez combien vous remboursez, et ben vous saurez maintenant également combien vous gagnerez parce que Binstock vous garantit le revenu la première année. Peut-on en même temps demander un crédit pour financer une résidence principale tout en investissement dans le locatif? Alors, si la question c'est est-ce qu'on peut faire les deux en même temps, vous pouvez tout dans la vie. Est-ce que ça va. Par les temps qui courent, ça risque d'être compliqué. Je pense qu'il va falloir faire un choix. Mais en revanche, ce qui est bon à savoir, et si votre question est est-ce qu'il vaut mieux faire croire que c'est une résidence principale alors que c'est du locatif? Beaucoup de gens le font. Nous, on recommande de ne jamais mentir à la banque. Mais beaucoup de gens le font. Et d'ailleurs, il y a même des banquiers qui recommandent cette stratégie directement à leurs clients. Donc, après, à vous de voir quelle relation vous avez avec votre banquier. Mais nous, on recommande d'être très transparent, quitte à ce que l'idée vienne directement de la banque. Juste un petit point, puisque c'est une question qui revient souvent, est-ce qu'il vaut mieux acheter du locatif ou acheter sa résidence principale? Donc, en supposant évidemment que ce soit possible d'acheter les deux, parce que sinon, beaucoup de gens posent cette question et en fait, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas du tout acheter la résidence principale, qu'ils n'ont que le locatif comme option. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un point que les gens ignorent assez souvent et moi, je l'ignorais complètement quand j'ai commencé, donc je vous donne le petit tip. Si vous achetez du locatif aujourd'hui, 1, 2, 3, autant d'appart que vous voulez, vous en achetez 50 si vous voulez, et que vous les revendez dans 5 ans, 4 ans, 6 ans, j'en sais rien, et que vous utilisez l'argent que vous en avez tiré, donc les plus-values, pour acheter votre résidence principale. Donc, il faut vraiment que l'usage de la plus-value soit fait pour acheter votre résidence principale. Vous bénéficiez d'une déduction totale de votre impôt sur la plus-value. Donc, vous ne paierez aucun impôt sur la plus-value que vous réalisez sur vos investissements locatifs à condition d'utiliser l'argent de la plus-value pour acheter votre résidence principale. Donc, c'est une certaine façon de faire les deux en même temps. Pour ceux qui ne savent pas où ils seront dans 5 ans et qui ne veulent pas tout de suite acheter leur RP, mais qui voudraient bien le faire dans 5-6 ans, sachez que votre investissement locatif, d'une certaine façon, vous permet d'envisager ce projet. Bonjour, 5% de frais de location. Et quoi? Ah oui, pardon. 5% de frais sur le loyer à partir de la deuxième année et un demi-mois de loyer par mise en location. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement de locataire, sachant que chez Binstock, on a une règle, c'est qu'on ne vous facturera ces frais qu'une fois par an au maximum. Sous-entendu qu'on considère que si on a trouvé un locataire qui reste moins d'un an ou qu'on ne l'a pas suffisamment bien traité pour qu'il reste au moins un an dans votre bien, on considère qu'on a notre part de responsabilité et donc on ne vous refacturera pas. Est-ce que cela inclut une garantie de loyer impayé? Non, ça ne l'inclut pas. La garantie de loyer impayé est à 2,7%. Vous pouvez tout à fait la prendre en complément. Proposez-vous des biens dans les DOM? Malheureusement, pas encore. On n'est pas encore équipé pour ça. La location en Airbnb est-elle plus avantageuse que la LMNP? Alors, figurez-vous que la location Airbnb est quasiment, rigoureusement la même chose que la LMNP. Donc, le système fiscal qu'il y a derrière, ce n'est pas exactement le même. Il y a des petites subtilités qui très souvent sont en faveur de la location long terme. Mais globalement, la vraie distinction entre les deux, elle porte plutôt sur le montant de revenus que vous pouvez en tirer et il y a fort à parier, selon les zones dans lesquelles vous êtes, qu'en courte durée, vous ayez des revenus plus élevés, mais également des charges plus élevées. Là, typiquement, on en parlait de la gestion locative, ça vous coûte 5% en longue durée, ça vous coûtera au moins 20% si vous faites de la courte durée en passant par des gens qui font ça. Donc, il faut faire attention à bien faire son calcul. Et d'ailleurs, on est en train de créer un outil spécifiquement dédié à ça pour que vous puissiez vous en rendre compte. Tiens, attendez, je vais aller tout de suite. Je mets une pause, je prends une petite pause dans la session Q&A. Je vais vous montrer un autre outil que j'aime beaucoup. Quelle est la vraie rentabilité de mon investissement locatif? Alors, cet outil, il fait mal, je vous préviens. Pour tous ceux à qui on a vendu des rentes brutes, ça va faire très, très mal. Donc là, on a créé un outil qui va vous demander tout le détail de votre investissement. Donc là, vous voyez, il y a des... Donc là, c'est pré-rempli. C'était un bien qu'on avait eu sur Binstock un jour. Donc, je cherche à investir.
voilà où est le bien que je regarde en ce moment. C'est de l'ancien. Voilà la surface, voilà le prix, les frais d'agence, la rénovation. Est-ce que je connais le montant de loyer ou pas, le montant de travaux ou pas, je le renseigne. Sinon, je peux l'estimer automatiquement. Je mets une hypothèse d'année de revente, c'est obligatoire. Je continue. Je veux faire du meublé, pas du vide. Voilà le loyer que j'estime. Voilà l'augmentation annuelle que je prévois pour le loyer. Voilà mon estimation de prise de valeur du bien par année. Bref, je pose toutes ces questions. Je les pose, je les pose, je les pose. Et à la fin, vous allez avoir un magnifique résultat qui vous montre. Alors là, j'ai dû mettre des chiffres qui n'avaient aucun sens, puisque je tombe sur une renta nette à 39,6, donc j'ai dû mettre n'importe quoi. Mais, ah oui, effectivement, 106 000 euros par an, ça me paraît peu probable. Effectivement, c'était là que ça n'allait pas. Donc, si je fais ça, on arrive à ma rentabilité nette. Donc là, en mettant 1000 euros par mois, je suis à une renta nette réelle, hein, j'entends, c'est la vraie renta nette, c'est pas celle qui, vous, qui fera le meilleur marketing, évidemment, mais c'est pour ça qu'on a créé cet outil, c'est pour que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent. La rentabilité nette que vous faites, c'est 3,8%. Aujourd'hui, si je revends en 2028, je perds de l'argent. Voilà ce que me dit l'outil. Vous voyez, donc il fait mal. Donc il faut que je change d'année de revente. Peut-être qu'il faut que je mette en. Et après, vous faites des tests. Hein. Ah ben voilà, on le voit, je vous dis des bêtises. Vous voyez en quelle année vous devenez rentable. Vous devenez rentable en 2030 et donc en 2033, vous avez gagné 30 000 euros, etc. Donc vous voyez chaque année combien vous aurez vraiment gagné et quel est voilà, le niveau d'appréciation. Donc ça vous permet de vous rendre compte, cet outil, de la rentabilité même si on prend en compte la plus-value versus si on ne prend pas la plus-value. Ça, c'est donc ça, c'est le fameux RCI dont je vous parlais. Donc, vous voyez, ça vous permet de voir que c'est assez complexe. Et on vous donne des conclusions. Donc, sur 11 ans, vous aurez gagné réellement la création de valeur réelle, c'est 30 000 euros. Et vous aurez multiplié l'épargne investie par 1,7. Votre investissement devient profitable à partir de l'année 2030. Avant cela, vos gains remboursent les frais d'acquisition. Le retour sur les capitaux que vous avez investis, je suis en train de voir qu'il y a une petite faute d'orthographe ici, est de 4,8%. Donc ça, c'est évidemment pas le bon niveau d'inflation ici. Je vais me noter tout de suite qu'il y a une erreur. Si j'ai quelqu'un de l'équipe qui regarde, bah, je compte sur vous. Et pour optimiser le retour sur les capitaux investis, il faudrait revendre en 2042. Donc c'est en 2042 que vous aurez la meilleure rentabilité sur vos capitaux investis. Voilà pourquoi on a créé cet outil. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent et on a des retours assez positifs, malgré la petite faute d'orthographe et le niveau d'inflation qui est évidemment. Ah, mais si, pardon, excusez-moi. Bah si, tout à fait. Donc, c'est juste qu'on a supposé ici 4,5% d'inflation, mais on n'est plus à 4,5%, donc il faut le mettre à jour. Donc là, on ne battrait plus ici, on ne battrait plus l'inflation. Juste une petite chose importante. Votre retour sur le capital investi, il est valable chaque année pendant les 11 prochaines années. Or, l'inflation, vous ne savez pas où elle sera en moyenne pendant 11 ans. Donc, c'est toujours pareil. L'avantage de l'immobilier, c'est que vous avez 4,8%. S'il se trouve qu'il y a plus d'inflation, vous aurez un rendement qui sera encore plus élevé puisque vous augmenterez davantage votre loyer. Donc, c'est aussi la particularité, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, bon, imaginons que chaque année, il y ait 4,5% d'inflation. Est-ce que je les bats? Oui, non, mais en réalité, là, ça ne prend pas en compte l'augmentation des loyers par rapport à l'inflation, ce qui d'ailleurs est probablement une amélioration de l'outil que je pense qu'on devrait avoir. Bref, donc je vais vous présenter cet outil parce que je l'aime beaucoup et que je pense qu'il peut être très utile. Alors, je continue. L'imposition sur les revenus fonciers est-elle prise en compte? Oui, tout à fait, c'est pris en compte. Ouais, mais comme je vous le disais, quand vous faites du meublé, en général, pendant un petit bout de temps, vous ne paierez pas d'impôt. Alors, je vois que j'ai sauté des questions. Vous occupez-vous aussi de meubler l'appartement? Moyennement, bien sûr, évidemment, ça fait partie du budget. Donc, dans tous les budgets, vous verrez systématiquement le budget de mobilier qui est pris en compte. Voilà, vous le verrez dans le détail donc dans travaux et ameublement, vous voyez, et on a la liste 31 600 euros ici. Je continue. Donc, l'imposition est-elle prise en compte? Oui. Est-ce que vous gérez des investissements locatifs? Alors, si la question c'est est-ce qu'on prend des bailleurs actuels comme clients pour gérer leurs biens, la réponse est on le fait exceptionnellement s'il y a une bonne raison.
mais ce n'est pas notre métier. Notre métier, on fait la gestion locative essentiellement pour les gens qui deviennent nos clients sur la transaction. On peut le faire, mais aujourd'hui, c'est pas. Nous, on préfère concentrer nos efforts sur ceux qui sont nos clients sur la transaction, qui ont donc payé pour tout le service, auquel on veut proposer la meilleure qualité de service possible. Mais on a des clients qui sont bailleurs actuellement, qui nous apportent juste leur bien. L'imposition sur ok, j'ai entendu qu'une loi va imposer aux bailleurs le fait d'engager des travaux de rénovation énergétique. Tout à fait, c'est une très bonne question. Parfait, merci David Metsu pour cette question qui me permet de parler d'un sujet majeur. Donc, loi climat. La loi climat a été signée, a été entérinée l'année dernière. Elle officialise un nouveau format d'évaluation de la consommation énergétique des logements, mais elle officialise également, et c'est bien plus contraignant, le fait que si votre logement est considéré comme une passoire thermique, il ne sera bientôt plus autorisé de le louer. Et ça, c'est un vrai problème pour les bailleurs. Donc, si vous avez acheté un bien dont la lettre de DPE est G, il ne sera plus louable à partir de 2025. Si c'est F, ce sera 2028. Si c'est E, ce sera 2034. Beaucoup de gens disent dans la profession que cette loi, elle ne va pas tenir. Moi, je pense qu'elle va tenir et qu'il vaut mieux se dire qu'elle va tenir et s'y conformer et avoir une bonne surprise si elle ne tient pas que l'inverse, d'autant qu'il y a quand même une vocation derrière éthique qui est très intéressante quand on y pense. Un logement qui n'est pas bien isolé, finalement, c'est un logement où les locataires meurent de froid dans la salle de bain le matin après la douche. C'est un logement dans lequel les locataires meurent de froid la nuit. C'est un logement dans lequel les locataires meurent de chaud pendant l'été. C'est des choses qui sont à prendre en compte malgré tout. Donc aujourd'hui, l'État, malheureusement, n'a pas mis suffisamment de budget pour vous aider à faire ces travaux, mais a mis des grosses contraintes pour vous imposer ces travaux. Donc effectivement, il faut s'y atteler. Dans tous nos biens, nous avons budgété, dans la partie travaux, la remise aux normes. D'accord ? Donc votre bien sera louable. Il ne sera ni F ni G, ce ne sera pas ce qu'on appelle une passoire thermique à l'issue des travaux. Combien de nouveaux appartements par semaine? Ouh là là, alors là, on doit en avoir, je sais pas. Non, je ne saurais même pas vous dire parce qu'en plus, ça va de plus en plus vite en ce moment, mais on en vend de plus en plus aussi, donc je ne saurais même pas vous dire. Beaucoup, mais pas assez par rapport au nombre de clients qui veulent acheter. Pouvons-nous gérer le bien de nous-mêmes? Bien sûr, vous pouvez même gérer le bien vous-même dès la première année, dès le premier jour. Nous, on vous propose ce service gratuitement la première année. Si vous êtes satisfait, tant mieux. Si vous ne souhaitez pas payer, vraiment, c'est complètement libre à vous. D'ailleurs, juste rappelez-vous que les frais de gestion locative sont déductibles de vos revenus locatifs. Donc, en fait, finalement, même les 5%, quand ça vous coûte 20 euros par mois, en réalité, ça va vous en coûter 10, puisque ça représente une économie d'impôt à un moment ou à un autre. Donc, c'est souvent des frais qui sont assez dérisoires et ça vous permet d'éviter de perdre du temps. Et c'est notamment un service qui est très, très utile pour nos clients qui achètent en dehors de leur ville de résidence, comme c'est le cas pour beaucoup de nos clients. Donc, évidemment, c'est pour ça que à un moment, on nous a dit, mais pourquoi vous ne faites pas payer les gens 10% vu qu'ils habitent même pas là-bas, ils n'ont pas le choix. On a dit qu'on ne voulait pas abuser de cette situation. Donc, on ne facture que 5%, ce qui est en dessous de la moyenne française. C'est 6,5% en France. Et dans les petites villes, plus on s'éloigne des grandes villes, d'ailleurs, plus c'est cher. Alors que nous, on a un tarif unique. Si on a un cash flow net supérieur à 0 en LMNP, on risque de payer des impôts pendant la location. Tout à fait. J'ai envie de vous dire, c'est un bon problème à avoir. Si vous êtes en cash flow réel positif, il faut bien tout prendre en compte. Il y a plein de petites choses. Vous allez le voir avec l'outil que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a plein de questions. Si à la fin, vous êtes en positif, vous paierez de l'impôt dès la première année. Mais cet impôt, il sera extrêmement faible grâce à l'amortissement. Et il est incomparablement plus faible que ce que vous auriez payé si vous avez fait de la location nue. Donc, en fait, c'est assez dérisoire. Mais c'est vrai que si vous faites des très gros rendements, vous allez avoir de l'impôt. Et ça, souvent, les gens l'oublient. Quand vous faites du 12% de rendement, pour ceux qui en ont déjà vu, moi, personne, non, mais si ça existe, en fait, vous ne faites pas du 12. Vous faites plutôt du 8 ou du 9 parce qu'il y a des impôts à prendre en compte. Ce qui n'est pas le cas quand vous faites du 7. Là, vous faites du 7. Et quand vous faites du 5, vous faites du 5. D'ailleurs, très souvent, on dit qu'il faut dépasser 5% de renta réel pour payer de l'impôt dès la première année. Donc, tous les rendements en dessous de 5% de renta réel sont fiables au niveau de l'estimation réelle d'impôt. Est-ce qu'on peut choisir notre locataire? Oui, bien sûr, c'est vous qui choisissez le locataire. Donc, Beanstalk va vous en proposer. On vous en propose selon des consignes. Nous, on considère qu'on vous doit des dossiers de locataires qui sont
à jour de leur paiement s'ils sont déjà locataires, qui ont un garant, bref, qui respectent certaines conditions. On vous les propose. Souvent, on vous en propose 1, 2 ou 3. Si on a beaucoup trop de concurrence, il y a des villes où on a des centaines de dossiers, donc comme Paris, Lille ou Marseille, on commence à avoir pas mal de. Mais Paris et Lille, c'est vraiment les champions du monde pour ça. Lille pendant la période d'été, mais Paris pendant toute l'année. Donc ça, c'est hyper important que vous choisissiez. Au contraire, c'est notre obligation de vous demander le choix. Peux-tu revenir sur les paramètres de calcul de la capacité d'emprunt? Bien sûr, très bonne question. Merci Pierre Giraud pour cette très bonne question qui m'amène sur un autre sujet que je voulais voir avec vous. Donc les indispensables, j'y retourne. Combien puis-je emprunter? Boum! Vous avez ici l'outil. Franchement, ils se sont vraiment donné du mal. Cet outil, on a mis du temps à le développer. Il est assez ancien maintenant, donc ça nous permet de savoir qu'il y a du recul. Il est assez bien fait. Lui, je sais qu'il est à jour de la semaine dernière au niveau des taux. Et donc, on va vous poser plein de questions. Comment vous investissez? Est-ce que c'est de la résidence principale ou de l'investissement locatif? Est-ce que vous êtes locataire, propriétaire, hébergé à titre gratuit, etc. On va vous poser plein de questions. Vraiment beaucoup. Donc, je peux pas vous faire la simulation maintenant, d'autant que c'est confidentiel tout ça. Non, sans rire, aujourd'hui, on a des centaines et des centaines de simulations par jour sur cet outil et les gens sont vraiment contents de l'avoir à disposition parce qu'il est très, très rigoureux. Si vous ne pouvez pas investir, on vous le dira. Si c'est simple pour vous d'investir, on vous le dira. Si on est dans un entre-deux et qu'il y a peut-être une chance que vous investissiez, on vous le dira aussi. Et là, on vous trouvera les solutions. Donc, voilà, c'est un bon moyen. Malheureusement, voilà, la possibilité d'hypothéquer un autre bien, c'est tout à fait pris en compte. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Vous le verrez, il est vraiment bien fait. Mais il y a toujours des dispositions particulières à chacun qu'il faudra proposer avec votre situation. Il y a un bug sur l'outil, j'ai des données en négatif devant, sinon. Alors, Victor Lemarois, est-ce que tu peux m'envoyer un email, alex@beanstalk.com, après avec ta simulation que je vois et que je fasse remonter aux équipes? alex@beanstalk.com, n'abusez pas de l'adresse, mais bon, voilà. Mais c'est tout à fait possible que ce soit la réalité, c'est-à-dire que tu perdes de l'argent avec ce rendement, avec ce bien, si tu revends à telle ou telle date. Hein, c'est tout à fait possible. Quand nous investissons sur le meublé, c'est à nous de Non, le meublé, l'ameublement, c'est nous qui le faisons dans vos apparts si vous achetez via Beanstalk, évidemment. Vous aurez multiplié Ok, d'accord. Victor, tu m'as précisé le bug. Bah, je te dis, envoie-moi le screenshot par email et je regarderai. Quels sont les points clés à connaître concernant les évolutions risques liées au DPE? Bah voilà, je vous l'ai dit. Si j'ai un emprunt en cours pour un achat d'appartement, puis-je accéder à un... Tout à fait. Alors Arthur Olivier, tu peux tout à fait faire un nouvel emprunt. Il faut voir avec ta banque. Ça dépend vraiment de ta situation. Il y a des gens sur le papier qui ont des situations infinançables et qui se font financer plein d'apparts. Il y a l'inverse aussi, des gens pour qui tout semble très simple et qui n'arrivent pas à emprunter. Ça dépend de la banque et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a énormément de clients qui nous sollicitent pour la partie crédit. N'hésitez pas à le faire, on est très bon là-dessus, on connaît toutes les banques. Et ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est pas seulement qu'on ne se rémunère pas auprès de vous en tant que courtier, non seulement c'est gratuit pour vous, mais c'est également gratuit pour la banque. En fait, c'est ça le deal qu'on a, c'est qu'on est le seul courtier en France, même dans le monde, je pense, qui a accepté de faire le travail gratuitement. Et notre but, c'est d'avoir accès à toutes les banques et de vous trouver des solutions partout. Donc, on fait vraiment des miracles, donc profitez-en. Notre équipe est super. En plus de ça, ils sont super sympas. Donc, profitez-en. Peut-on aussi payer moins de charges sociales avec le déficit? Le déficit en LMNP, considérez qu'il n'existe pas. Donc, à cause de la location nue et de la location Pinel, tout ça, on nous a mis des histoires dans la tête de réduction d'impôts. Là, il n'y a pas de réduction d'impôts en meublé, en LMNP. Vous n'avez pas la possibilité de. Donc, si vous faites un revenu de moins 3 000 euros par an, ce qui est très souvent le cas d'ailleurs, hein, c'est moins 2 000, moins 2 000, moins 2 000, c'est une bonne chose, c'est grâce à l'amortissement, mais vous ne pouvez pas imputer ce déficit sur vos autres impôts payés par ailleurs. Le seul cas où vous pouvez, mais là on rentre dans des cas très spécifiques, c'est le cas où vous êtes LMP, donc ce que je vous disais tout à l'heure, si vos revenus locatifs excèdent 23 000 euros et qu'ils dépassent vos revenus du travail, à ce moment-là vous êtes en LMP et à ce moment-là vous pouvez déduire vos déficits de vos impôts sur le revenu. Ça peut sembler intéressant comme ça, mais il y a des contreparties qui sont très importantes, donc méfiez-vous. J'espère avoir répondu, Milan. Quel est le meilleur régime fiscal pour investissement locatif meublé en personne physique ou morale? J'ai un peu traité la question petit à petit et
J'ai du mal à répondre. Voilà. Je suis pas comptable, je suis pas. Il y a plein de situations différentes, mais fondamentalement, j'ai envie de vous dire que dans la plupart des cas, c'est mieux en personne physique. Donc, acheter en nom propre, c'est mieux. Dans la plupart des cas. Parlez-en avec un expert Beanstalk qui se fera un plaisir de vous répondre. Ils sont tous très calés là-dessus. Moi aussi, je le suis, je précise, mais je n'ai pas ta situation, Otman, donc je ne peux pas te dire directement. Mais en général, c'est comme ça. Euh, Comment connaître quels travaux faire pour améliorer le classement énergétique du bien? Très bonne question, Diab. Question très compliquée s'il en est, mais nous avons la réponse. C'est compliqué, hein, je te dis tout de suite. On a mis du temps à avoir les bonnes réponses. Nous, on travaille avec des dizaines de diagnostiqueurs. On a maintenant accès au logiciel, donc on sait comment sont faits les DPE. Donc nous, ça nous permet de tester très concrètement si tu es particulier et que tu veux investir seul dans l'immobilier. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Je te recommande de ne pas acheter de passoire thermique. C'est vraiment devenu compliqué. Et si tu es actuellement propriétaire, trouve un bon diagnostiqueur, quelqu'un qui saura t'accompagner dans la démarche. Il y a des solutions, mais il faut que tu trouves un bon diagnostiqueur passe du temps avec lui. Ne te contente pas d'envoyer le diagnostiqueur chez ton locataire et d'imaginer que tout va bien se passer. En général, il vaut vraiment mieux passer du temps avec le diagnostiqueur et lui demander directement, très concrètement, ce que tu dois faire. Check, ce n'est pas une question. Ok. Martin Delast, merci beaucoup, j'ai bien lu. Et Ok. Tu conseilles de prendre une assurance GLI. L'assurance garantie loyer impayé, oui, je la recommande si vous êtes quelqu'un de très anxieux. Je tiens quand même à vous signaler deux choses. La première, c'est que en France, les gens globalement sont des gens honnêtes. On va beaucoup vous parler des trains en retard, mais peu de ceux à l'heure. Or là, on a 3% d'impayés en France. Donc dans 97% des cas, ça se passe bien. La deuxième chose que je voudrais vous signaler, c'est qu'il existe aujourd'hui des moyens super de vous protéger contre les impayés qui sont autres que les GLI qui peuvent vous coûter de l'argent, notamment les garants et notamment les néo-garants, j'ai envie de les appeler comme ça, donc des boîtes comme Garant.me qui proposent en fait à votre locataire de lui-même payer pour avoir un garant qui est extrêmement fiable pour le propriétaire. C'est comme si vous aviez une GLI mais qui était payée par le locataire et on a beaucoup de... Et ça arrange complètement le locataire qui est super content parce qu'il sait que son dossier va passer, mais ça ne lui coûte pas très cher et vous, ça vous arrange parce que vous avez une GLI gratuite. Et ça, nous, on essaye de mettre la plupart de nos appartements en gestion pour nos clients, on essaye de les mettre de les faire louer par des locataires, Garant.me, ce genre de profil. Comment on procède pour vous soumettre une demande de crédit pour investissement locatif? Alors là, vous avez un parcours qui est prévu pour. Donc, dans tout le parcours, vous recevez des emails. Vous avez la possibilité de connaître votre budget ici, mais vous pouvez aussi tout de suite être rappelé. En fonction de si vous voulez le faire seul au début, puis être appelé ou être appelé directement, vous pouvez le faire. Vous pouvez même être appelé immédiatement et il y a quelqu'un qui vous fera la simulation pour vous. Euh, En moyenne, combien de temps durent les travaux? Bonne question, je ne prends pas d'engagement là-dessus. En moyenne, j'ai envie de vous dire 4 mois max. Ouais, en moyenne. Ouais. Alors, je vous donne un max de moyenne. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, je pense que c'est à peu près le genre de délai. Il peut y avoir plus, il peut y avoir moins. Mais souvent, on recommande à nos clients de prendre des crédits qui ont un différé de remboursement de 6 mois pour être sûr que les travaux sont terminés au moment où commence la mise en location, commence le remboursement du crédit, même si parfois ça peut prendre plus de 6 mois, mais ouais, c'est assez rare. Et d'ailleurs, le remboursement du crédit de la banque, oui, parce qu'on me demande si le remboursement du crédit de la banque commence au moment où les travaux commencent ou une fois que le bien est loué. Ça dépend vraiment de la négociation avec la banque. En général, il faut négocier à l'avance et c'est une durée fixe. Donc, vous décidez à l'avance, que ce soit 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous pouvez, ouais, 2 ans, j'ai déjà vu. Même 3 ans, j'ai déjà vu. Donc, faites-le si c'est quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être une très bonne façon d'optimiser votre RCI. Où est-ce que vous communiquez clairement votre service? Alors, vous avez une page, il faut que je la retrouve d'ailleurs, notre offre, Découvrir Winstock. Voilà. Attendez, je sais qu'il y a un endroit où ce sera très précisément expliqué comment ça marche. Voilà. Donc,
Analysez les projets, formulez votre offre, obtenez votre crédit, vous êtes propriétaire, les travaux, la gestion, et c'est parti. Donc effectivement, je sais qu'il y a d'autres endroits, mais là je vous dis juste, d'ailleurs je découvre en même temps que vous, certaines parties du site, je trouve ça vraiment joli, j'ai envie de leur faire des cadeaux. Ah voilà, donc c'était à ça que je pensais moi. Ici, vous avez vraiment la liste. Donc, Beanstalk est là, formation, recherche du bien, financement, acquisition, rénovation, gestion locative, optimisation de la performance d'investissement. Donc, c'est vraiment en page d'accueil. Est-ce qu'il est intéressant d'investir avec même une petite capacité d'emprunt? Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, on a des budgets, on en a pour tous les goûts, mais parfois on a des budgets à 60-70 000 euros et on a plein de gens qui les veulent justement parce que c'est pas cher. Donc oui, tout à fait. Peut-on participer aux travaux? Tout à fait. Vous pouvez donner, soit vous pouvez apporter votre vision esthétique sur le sujet, soit vous pouvez carrément venir sur les chantiers, soit vous pouvez même proposer quelqu'un d'autre que l'artisan qu'on vous propose. Encore une fois, nous on ne prend pas de frais, donc ça nous coûte, ça nous rapporte la même chose, à savoir zéro. Voilà. Je vois qu'il y a 60 questions auxquelles je n'ai pas répondu. Donc, je ne sais pas quand je vais faire en 4 minutes. Donc, pour ceux qui veulent, je ferai un petit rap de 15 minutes, mais à 13h45, je devrais vraiment y aller. Est-ce qu'être intérimaire dans le domaine de la santé, oula, c'est bien spécifique. Donc, Océane, je vous invite à vous rapprocher de l'équipe pour faire un point. Peut-on faire un investissement nu en passant par Beanstalk, donc un investissement en vide? Vous pouvez tout à fait. D'ailleurs, nous, on ne peut vous contraindre à rien, hein, ni au montant de loyer, ni au format d'investissement. Nous, on vous recommande toujours le meublé, mais vous pouvez tout à fait le faire en nu. Peut-on acheter un investissement locatif avec Beanstalk, revendre ensuite le crédit pour pouvoir acheter sa résidence principale? Non. Si je comprends bien la question, non. Vous ne pouvez pas enfin, si vous pouvez revendre, vous faire rembourser le crédit, enfin, pardon, rembourser le crédit que vous devez encore rembourser à la banque, mais vous devrez souscrire un nouveau crédit pour acheter votre résidence principale. Vous repartez à zéro, mais il y a fort à parier que le fait que vous ayez vendu l'investissement locatif vous permette d'avoir une situation plus facile à financer pour la banque. Est-ce que la gestion locative comprend les frais de service, nettoyage de l'appartement, faire les lits? Alors, donc c'est pas la courte durée, hein, nous c'est de la longue durée qu'on vous recommande. Donc si un jour vous aviez de la courte durée via Beanstalk, oui, ce serait pris en compte. Mais là, c'est de la longue durée, donc on ne fait pas les lits des locataires, c'est le locataire qui fait son lit et qui nettoie son appartement. Et s'il ne l'a pas fait au moment où il rend l'appartement, on lui facturera des frais de nettoyage qui seront évidemment pas à votre charge. Donc oui, d'une certaine façon, ça inclut le locataire doit faire son lit. Les meilleures villes pour investir en locatif meublé. Merci Otman pour cette excellente question. Otman, ça fait 2 très bonnes questions. Je serais intéressé par te rencontrer si tu le souhaites aussi. Donc, les meilleures villes. Donc, il y a plein de façons de répondre à ça. Moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai un grand critère, si je devais en retenir un seul, c'est la tension locative. Donc, il y a plein de façons d'aborder le sujet. Quelles sont les meilleures rentabilités? Quelles sont les villes avec le plus de potentiel de plus-value? Quelles sont les villes où ça se revend le plus vite? Mais tout ça, ça évolue avec le temps. Est-ce que vous préférez investir à Paris à 4% et à Marseille à 5%? Et quel est l'écart de renta qu'il faut pour vous convaincre d'aller dans une ville ou dans une autre? Est-ce que Paris va monter? Il y a 2 ans, tout le monde disait que ça allait prendre 10% par an. Maintenant, les gens ne croient même pas à 1%. Il y a Marseille, il y a 2 ans, personne n'en parlait. Aujourd'hui, tout le monde parle que de Marseille. Les choses changent. Donc, il y a plein de choses qui changent. Il y a une chose qui, pour moi, ne change pas et doit constituer l'essentiel de votre analyse, c'est la tension locative. On n'investit pas dans une zone dans laquelle on n'est pas certain de louer. C'est hyper important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on garantit le loyer. C'est pour vous dire que nous travaillons de façon très acharnée sur le sujet de la tension locative. Et je peux vous dire qu'on y met d'une autre, hein, parce que si on ne trouve pas de loyer, vous avez de locataires, vous avez les boules évidemment, mais nous aussi, je peux vous le dire. Concrètement, ça veut dire tout ce qu'on a gagné dans la transaction, on le remet pour payer le loyer. Donc c'est la cata. Donc ça, c'est mon conseil numéro 1. Le deuxième point, c'est malheureusement, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais dites-vous qu'il n'y a pas tellement de villes sur lesquelles vous maîtriserez la mairie. Vous ne saurez jamais si, précisément, par exemple, si l'encadrement des loyers il va rester ou s'il va être instauré dans le futur. Donc ça, vous ne le savez pas. Partez du principe que toutes les villes sont dans les mêmes règles. Partez du principe que c'est le même pays.
a priori, sur 20 ans, ça prend à peu près la même valeur. La vraie clé, donc pour moi, aujourd'hui, je vous le dis, il y a vraiment des villes qu'on aime beaucoup, nous, chez Beanstalk, mais globalement, toute la France peut être un très bon terrain de jeu d'investissement. Nous, les villes qu'on aime beaucoup chez Beanstalk, donc il y a évidemment Paris, il y a évidemment Marseille, il y a Le Havre qui est très prometteuse, les prix montent très très vite, la tension locative est très forte. Avignon, Nîmes, Perpignan sont des villes où les prix ont beaucoup augmenté dernièrement. Alors il y a un an, quand on les vendait, les gens me disaient mais c'est quoi cette ville de fou? Je connais pas du tout, ça me parle même pas. Et finalement aujourd'hui, ils ont tous pris 10% et on pense que c'est que le début. Donc plein de petites villes, Saint-Étienne également. On aime beaucoup Lille aussi, ville à très très forte tension locative, qui a beaucoup d'attrait et qui monte. On aime moins Bordeaux et Lyon aujourd'hui parce que, alors il y a l'encadrement des loyers, vous me direz, il y a aussi l'encadrement des loyers à Paris et à Lille, mais les seuils qui sont pratiqués par la mairie sont extrêmement faibles. Donc les niveaux de loyer sont très éloignés du niveau de renta qu'on aimerait y trouver là-bas. Donc pour nous, c'est devenu un peu plus compliqué d'investir à Bordeaux et Lyon, qui auraient évidemment fait partie de mon classement si il n'y avait pas cet encadrement des loyers. Voilà. Qu'est-ce qu'inclut les frais Beanstalk? Les vendeurs payent-ils des frais de leur côté? Non, les vendeurs ne payent rien. Les frais Beanstalk sont payés, donc tout ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la formation, la sélection du bien, la gestion du financement, donc la recherche de financement, la gestion administrative auprès du notaire et de l'agent, etc. Les travaux, on ne prend pas d'argent dessus et on les conduit. La mise en location, la gestion locative de la première année et la garantie de loyer. Donc, je crois que je vous ai à peu près tout dit, plus le très beau sourire de toute l'équipe. La garantie visale, très bonne idée. La garantie visale, c'est une très très bonne façon de se protéger contre les impayés de loyer. Moi, je recommande sans hésiter. Même si c'est moins puissant, soyons clairs, que les garanties, mais c'est une très bonne alternative. Acheter un appartement avec un DPE F, pas recommandé. Vous pouvez, si vous avez un diagnostiqueur près de vous qui peut vous conseiller très rigoureusement sur les travaux à faire pour le passer en E. Ou sinon, si vous êtes prêt à prendre le pari que d'ici 2028, puisque vous me dites F et pas G, d'ici 2028, la loi va changer, faites-le. Mais moi, je peux recommander si vous êtes sûr des travaux qu'il faut faire pour l'emmener à eux et que vous êtes capable de très bien négocier le prix grâce au fait que c'est un mauvais DPE. Le site est, c'est très gentil. Qu'est-ce que tu nous dirais pour nous rassurer d'acheter dans une autre ville sans visiter? Très bonne question. Alors, nous, on recommande toujours de visiter. On propose toujours la visite à la personne qui achète. Mais c'est vrai qu'on a une majorité de nos investisseurs qui le font sans visiter. Je vais être simple. En fait, il faut savoir que plus le temps passe, plus on est sûr de nous. Donc, il y a 1 an et demi, quand je proposais les premiers biens à Perpignan, j'avoue que les clients, ils m'ont fait confiance, ça a bien marché. Je connaissais moins bien Perpignan qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on a rue par rue les loyers. On a extrêmement bien travaillé notre maillage local avec les agents pour savoir quels sont les quartiers craignos, pour savoir comment sont gérés les immeubles, les quartiers, comment va la mairie, etc. Donc, c'est pour ça aussi qu'on se spécialise sur certaines villes, c'est pour être sûr qu'on vous apporte la connaissance locale comme si vous y étiez. D'ailleurs, vous allez voir avec votre expert que vous allez être surpris par son niveau de connaissance des villes. C'est pour ça qu'on ne va pas dans 1000 villes, c'est parce qu'on veut être sûr de pouvoir répondre à toutes les questions sur toutes les rues, sur tous les quartiers, et que vous puissiez vous approprier la ville. Parce qu'un des points très sympas de l'investissement locatif, c'est que vous vous mettez à devenir expert du quartier dans lequel vous achetez. Vous allez vous prendre à rêver et à devenir le principal. Vous allez un peu devenir le maire de la ville, le haut la mer. Vous allez connaître tous les projets de développement. Vous allez être super content quand vous voyez une news sympa passer et super mécontent quand vous entendez qu'il y a un dealer qui a été tué par la police. Donc, comme si c'était votre ville, comme si c'était votre logement, mais vous allez y accorder beaucoup d'intérêt. Donc, ça, c'est vraiment une partie sympa du sujet, en fait, d'acheter dans une autre ville. Mais dites-vous que c'est aussi pour ça que vous nous payez, c'est pour être des experts d'un point de vue local. Et on a aujourd'hui des milliers d'agents immobiliers qui nous renseignent en permanence. On fait des tests en permanence. On a de plus en plus d'appartements, de plus en plus de clients. Donc maintenant, sur les villes qu'on vous propose, on est très, 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 très certain. Le temps moyen que restent les appartements sur notre marketplace avant d'être vendus, non, je ne sais pas. Pas longtemps. Franchement, j'ai du mal à imaginer un bien qui resterait plus d'une semaine. Est-il nécessaire d'habiter dans la même ville du bien où on investit? Non, vous pouvez tout à fait acheter dans une ville dans laquelle vous n'habitez pas, et c'est même ce que font plus de 60% de nos clients.
Comment connaître la tension locative dans une ville? Bah, alors, vous avez 2 possibilités, soit, vous nous faites confiance, soit vous allez c'est un conseil que je donne, je devrais pas, on m'en voudrait, mais vous mettez une annonce sur Le Bon Coin, c'est gratuit et vous voyez, mais par contre, la laissez pas trop longtemps parce que ça se fait pas pour les locataires qui vont candidater. Vous la laissez 24 heures et vous voyez si vous avez eu beaucoup de touches. Souvent, c'est un très bon indicateur. Bonjour, investir à Lille avec les plafonnements de loyer reste-t-il intéressant? Oui, il y a des effectivement, il y a un plafonnement de loyer, effectivement, c'est contraignant et vous pourriez louer beaucoup plus cher s'il n'était pas là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le plafonnement. Mais souvent, le fait qu'il y ait un plafonnement dans une ville, c'est bon signe, hein. Ça veut dire que la ville est très attractive et c'est tellement attractif qu'il faut réguler. Donc, le plafonnement de loyer, c'est une donnée à prendre en compte. Il faut y faire attention. Nous y sommes très attachés. Alors, nos biens respectent le plafonnement de loyer. Donc, s'il n'était pas là, on aurait beaucoup plus de biens à Lille, hein, je vous le dis tout de suite. Mais oui, ça reste très intéressant. On trouve encore des appartements avec des bonnes rentes. Comment se porte Beanstock? Beanstock, écoutez, merci pour la question. Beanstock se porte très bien. On est très heureux. On a une équipe en plein épanouissement et des clients qui sont très contents. On est content. Franchement, c'est une très belle période pour nous, très excitante. Et c'est vrai qu'en plus, on a un petit peu cette image de rempart face à l'inflation, de rempart face à toute l'incertitude du moment, qui fait que beaucoup, beaucoup de clients s'intéressent au sujet. Et on a une solution qui, je pense, est très agréable. Les gens s'y attachent à cette boîte. Peut-on prolonger la gestion de Beanstock au-delà de 1 an? Bien sûr. La deuxième année, vous pouvez tout à fait faire gérer votre bien par Beanstock. C'est juste que ça deviendra payant. Ce sera 5% par mois du loyer. Voilà. Donc, ah bah, vous voyez, je vous ai dit une bêtise en fait. Il y avait 60 questions au total, il ne restait pas 60 questions. Donc, peut-on acheter des parts de Beanstock? Céline, je t'invite à m'envoyer un petit email, je t'en dirai plus, mais c'est une question qui me touche beaucoup déjà, je préfère te le dire, et ensuite à laquelle on réfléchit beaucoup parce que tu n'es pas du tout la seule à la poser. On a beaucoup, notamment chez nos clients, de gens qui souhaiteraient investir dans la boîte, en plus d'investir via la boîte. Donc n'hésite pas à m'écrire à alex@beanstock.com et je te noterai dans le fichier des gens qui pourraient être intéressés. Il est 13h37, je vous ai pris 7 minutes de trop. J'ai eu beaucoup de super questions qui m'ont permis de couvrir tous les sujets qui étaient prévus. Je vous remercie tous. J'espère que ça vous a convaincu d'investir de façon générale, que ce soit via Beanstock ou pas. Je pense que c'est quelque chose de bien. En tout cas, moi, ça a changé ma vie de le faire pour plein de raisons et j'avais la même situation financière que tout le monde au début. C'est quelque chose que je recommande vivement et je sais qu'on a beaucoup de nos clients qui nous font des emails pour nous remercier très sincèrement. Ça a l'air d'avoir changé leur vie et je les comprends et c'est une des grandes satisfactions de cette boîte aussi. Donc merci à tous, je vous souhaite une très bonne après-midi et à très bientôt j'espère sur Beanstock ou même au bureau. On organise souvent des petits événements donc n'hésitez pas. Bon après-midi à tous. Au revoir.